99% de vos livres, c'est toujours la même histoire. C'est l'histoire de Dany Laferrière que vous re-racontez de 1000 manières, toujours différentes. Je suis émerveillé par moi-même. Non, c'est pas... Bonjour à tous, merci d'être là. On est très content de vous accueillir ici, dans ce festival qui a été conçu à une époque où on n'était pas du tout sûr qu'il serait possible de faire un festival. À une époque aussi où souvenez-vous, les cinémas étaient fermés, les musées étaient fermés, les théâtres étaient fermés, les salles de concert étaient fermées. Et une époque où tout ça nous manquait pas mal. On a beau aimer beaucoup les livres, quand même, ça nous manquait. Et du coup, une des idées qui est née au moment dans les tâtonnements qui ont accompagné la conception de ce festival, ça a été, tiens, si on invitait des écrivains à nous parler un peu d'autre chose que de littérature, et notamment des autres arts qui nourrissent aussi la littérature. Il y avait l'idée que ce serait un geste de solidarité forte avec ces secteurs de la culture qui étaient sinistrés, mais aussi plus profondément l'idée que l'imaginaire, ça se nourrit pas que de mots, ça se nourrit aussi d'images, de sons, etc. Si on n'avait pas eu cette idée-là, j'aurais quand même trouvé un moyen d'inviter Dany Laferrière. Hein. Mais il se trouve que Dany Laferrière, il s'est mis depuis quelques années, depuis qu'il a été élu à l'Académie française, il nous dira s'il y a un lien de cause à effet, il s'est mis à dessiner, et à dessiner un peu comme les peintres haïtiens, qu'il aime énormément, qu'il connaît bien, et je me suis dit que ça ferait un prétexte pour une partie de notre conversation là. Dany Laferrière, bonjour. Je suis vraiment très très content que vous soyez là. C'était pas à gagner non plus parce que je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, mais vous êtes né à Port-au-Prince en Haïti. Vous vivez plutôt à Montréal quand même depuis 1976, mais en même temps vous avez été élu à l'Académie française en 2013. Donc on ne sait jamais très bien où vous êtes. Vous dites que votre pays, c'est l'avion. Vous dites que... Mais je suis dans le voyage. Que vous êtes en permanence en voyage. Donc, je n'étais pas du tout sûr de vous trouver en France, là, ce week-end. Coup de bol, vous l'êtes. Je me suis demandé... vous avez publié beaucoup de livres qui racontent tout ça. Hein. Depuis le fameux « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer », qui commence à avoir quelques années déjà. C'était 85. 85. Voilà. Et puis il y a eu L'odeur du café, Chronique de la dérive douce, Le cri des oiseaux fous, que moi j'aime beaucoup. Je suis un écrivain japonais, parce que vous, en plus d'être haïtien, québécois et académicien français, vous êtes évidemment un écrivain japonais. L'énigme du retour, un livre magnifique, qui a eu le prix Médicis en 2009. Tout bouge autour de moi, où vous avez raconté le séisme en Haïti. L'art presque perdu de ne rien faire. Vous comprenez en écoutant ce CV que Dany Laferrière aime beaucoup ne rien faire du tout. Journal d'un écrivain en pyjama aussi. Je me suis demandé ce que vous aviez fait pendant le confinement, parce que le confinement, on était censé rester chez soi, mais vous, chez vous, c'est dans pas mal d'endroits à la fois. Donc, depuis 1 an et demi, comment vous avez vécu ça, ce moment très particulier là? Je ne sais pas, c'est-à-dire... je ne suis pas un obsédé du mouvement. Il se trouve que j'écris des livres et si c'est traduit dans une langue et qu'on m'invite à venir parler du livre, j'y vais. Et mes livres voyagent d'abord et je suis un peu l'intendance. Et donc, pour moi, être dans ma chambre ou être dans un avion, dans une chambre d'hôtel ou être en train de causer littérature dans un café, et tout cela, c'est un mouvement constant. Donc, j'ai pas vu... Le grand mouvement de ma vie, c'est être en train d'écrire. Être en train d'écrire. Donc, ou de lire. Et si je peux faire ces deux choses tranquillement, surtout pendant... J'ai beaucoup aimé le mot époque que tu as dit là. Et ça va être. Je savais pas qu'on était sorti de l'époque, mais c'est d'un optimisme magnifique. Et c'était une époque. Et donc pour moi, j'ai pas vu ça.
J'ai pas vu ça. Et toute cette frustration, et j'ai naturellement été très sensible à la douleur des gens, à la société qui a vécu tout cela, mais je n'ai pas vécu un temps de grande frustration personnelle. Et vous avez pu continuer à voyager un peu, au moins entre Montréal et Paris? Oui, oui, entre Montréal et Paris, oui, parce qu'il y a une ligne qui est à disposition des Canadiens pour entrer au Canada. Et puis, quand je reviens ici, je suis un peu à la maison, puisque l'académie, bon, c'est pour longtemps. Ah oui, vous pouvez plus en sortir, là. Vous êtes condamné. Voilà. Vous vous y plaisez, d'ailleurs. Et beaucoup. Vos impressions, c'est quoi? Parce que ça fait 5 ans, 6 ans maintenant que vous y êtes. Oui. Vous êtes censé y travailler le jeudi? Je travaille chaque jeudi. Je suis toujours là. Je commence à 9h30 avec la séance du dictionnaire, de la commission du dictionnaire. On est à peu près 7 à 8, ou 9 si tout le monde vient. Et on travaille très solidement sur le dictionnaire. Et c'est presque à la bonne franquette, mais c'est très chaleureux. Et ensuite, on passe à un déjeuner et on discute de choses relatives à l'académie, où on se raconte des histoires salaces. Et puis ensuite, c'est la grande séance. Alors là, c'est formel, hein. On sent les ombres de Montesquieu. Enfin, et là, on est dans la grande affaire. Et on doit s'adresser la parole pour demander autorisation de parler. Et puis aussi, je sais pas moi, les dates les plus récentes que j'ai entendues, c'est peut-être 1503. Enfin, et ça, c'est très contemporain. Et sinon, on a tous les siècles à notre possibilité. On réveille les morts sans ménagement. Et ils sont tous des collègues, hein. Voltaire, Chateaubriand, Hugo, Racine, un collègue du XVIe siècle. Et puis là, on dit un nom. Donc c'est magnifique. Vous vous sentez en bonne compagnie avec ces morts-là et ces Pas vivants-là assez de aussi. filles, pas assez de filles. Pas assez de filles. Pas assez de filles. D'accord. Je me souviens quand vous veniez d'y entrer, ou vous alliez y entrer, on avait une causerie comme ça, et puis vous m'aviez dit que ça allait être très intéressant d'observer les mœurs de cette peuplade étrange, là, qui se croit immortelle. Et vous m'aviez dit ça fera un très bon sujet de livre. Il en est où, ce livre? On le lira un jour? Ah non. Un bon sujet de livre ne veut pas dire que c'est moi qui dois l'écrire. Et ils disent tous qu'ils n'écrivent pas d'ailleurs. Ils prennent tous des notes. Et je vois d'ailleurs leur cerveau s'agiter. Mais il s'agit d'attendre. Il va y avoir sûrement des commentaires sur nos relations. Mais vous savez, c'est embêtant. Et quand on commence à citer, on n'arrête pas. Et quand vous avez juste des gens qui sont plutôt connus dans leur métier, qui vous environnent et qui font des jeux de mots en latin, et vous avez envie de noter et de citer. Donc, c'est pas une bonne idée de faire un livre uniquement avec des citations grecques. Mais par contre, l'ambiance naturelle de cette sélecte compagnie avec des gens bien et qui ralentissent ce mouvement, disons cette agitation constante d'une ville aussi surexcitée que Paris, je trouve que c'est bon. Je trouve que l'Académie, ça pose et il n'y a pas ces empoignades d'ambition, il n'y a pas ce désir, vous êtes immortel, il n'y a rien d'autre après. Vous ne pouvez pas être plus immortel que ça. Il n'y a pas de gradation dans l'immortalité. Tout ce qui vous reste à faire, c'est mourir. Oui, en y entrant, ça vous plaisait bien, ça, l'idée d'arriver dans un endroit où on ne fait pas grand-chose, finalement. Vous trouviez ça très reposant comme perspective. On fait grand-chose, mais lentement. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup, parce que moi, j'arrive le jeudi, et puis on n'a qu'à voir. Et je reçois les livres de mes collègues, mais il y en a beaucoup.
Je crois que c'est l'endroit au monde, la superficie, le Vatican est plus vaste, mais la coupole, l'Institut, c'est l'endroit au monde où il y a le plus grand nombre de publications en France. Je reçois, j'ai des petits camarades qui publient presque de manière agitée, Éric Orsenas, hein, et puis aussi toutes ces publications de scientifiques, de gens qui n'arrivent pas dans le domaine général du public et que nous ne connaissons pas malheureusement, qui sont, puisque nous vivons dans une époque où l'esprit savant est un peu en recul par rapport aux paillettes, quelquefois je dis, et nous ne savons pas, mais il y a beaucoup, c'est sans cesse. Un homme comme Fumaroli qui est mort il n'y a pas si longtemps, je crois, vient de paraître un de ses derniers ouvrages. Il a écrit presque au cimetière même. Et donc, les gens écrivent sans arrêt. C'est une joie de voir des gens qui se disent « j'aimerais être écrivain » à 15 ans, à 16 ans, et de les voir à 92 ans, 94 ans, continuer à penser. C'est comme un microclimat. Vous arrivez là, vous êtes optimiste sur la vie. En entrant dans la salle de l'académie, dans la grande séance, vous vous dites « ah, donc c'est vrai cette histoire d'immortalité ». Ils sont là à vous regarder, pétillants. Dominique Fernandez, plus de 90 ans maintenant. Mais je n'ai jamais vu, je ne crois pas, qu'il y a un adolescent, sa démarche, cette façon qu'il a de porter la cravate, où le bout est plus long que le devant de la cravate, et c'est son dandisme. Fumaroli, toujours dandy, son masque romain, et cette beauté. Et Jean d'Ormesson, est-ce qu'il est mort? Pas sûr. Enfin, je l'ai vu à la télé hier soir, une présence constante, une animation et constante. Donc on a plein de gens. Michel Serres, toujours là ou pas là, c'est un marin, donc on ne sait pas quand il part, quand il revient. C'est ça qui est intéressant. Il ne meurt pas. Bien. Alors, je n'ai aucune transition pour passer des habits verts de l'Académie aux peintres haïtiens, mais on va y aller quand même. Non, il ne meurt pas. Donc, il ne meurt pas. Les peintres haïtiens ne meurent pas non plus. D'ailleurs, c'est un pays, oui, bien sûr. On y va tellement vite, et de la naissance à la mort, dans un pays aux caractéristiques très, très, très définitives, genre dictature, cyclone, tremblement de terre, et misère endémique, et difficulté, que tout ce qui reste à ces gens-là, c'est la joie. La joie de peindre, la joie d'écrire des livres, la joie de la musique, la joie de la danse. Et c'est pourquoi ils ont fait une peinture aussi éclatante, aux couleurs aussi primaires. Et voilà. La jeunesse éternelle. Ouais. Et ça, on sent que ça a beaucoup compté pour vous, que ça a toujours été une sorte de leçon de vie. Moi, je me souviens d'un entretien qu'on avait fait peu après le tremblement de terre de 2010, qui a quand même ravagé Haïti. Il y a eu des centaines de milliers de morts. Port-au-Prince a été dans un état épouvantable décombres et de ruines. Et vous aviez cette parole très optimiste qui était je reste du côté des peintres haïtiens qui sont capables de peindre des paysages colorés quand tout est désolation autour d'eux. Et c'est vrai que cette vitalité que vous avez, quelles que soient les circonstances, j'ai l'impression qu'elle vient aussi de là. Il y a une sorte de leçon de vie qui vous a été donnée par ces peintres-là. Oui, la mort arrive quand elle veut, mais la vie, ça nous concerne. Et donc, on en prend soin. Quand on vient, il y a une expression haïtienne qui dit de quelqu'un qu'il marche avec son cercueil sous le bras. Et ça vous donne une liberté extraordinaire. Et vous pouvez même avoir des dettes, vous rencontrez et puis vous lui dites la mort est trop proche pour que je songe à vous payer. Donc, il y a une vie constante, et tout ce qui reste, c'est la vie quotidienne, ces détails, la jouissance qu'on a de ça. Et je me souviens d'un peintre haïtien à qui j'avais demandé, mais pourquoi vraiment vous peignez des paysages, des fruits aussi mûrs, juteux, charnus, succulents, sur des arbres colorés de toutes les couleurs, pourquoi vous faites ça alors que ce n'est que désolation? Il m'a dit, mais pourquoi mettre sur le mur de son salon un paysage qu'on peut voir par la fenêtre? Et il me semble que c'est tout simple, pas besoin de répéter la misère.
Alors, ces peintres haïtiens, ils ont été... il n'y a pas proprement parlé d'école de peinture haïtienne. Il y a quelque chose d'assez spontané là-dedans quand même. Il n'y a pas une institution qui forme les gens pour devenir peintres, etc. Et tout ça, on va en parler. Et néanmoins, c'est vrai qu'il y a une patte qui est singulière, qui est assez unique au monde, qui a valu à ces peintres haïtiens d'être très admirés par Malraux, Sartre, André Breton. Vous définiriez comment cette singularité de la peinture haïtienne? Comment vous l'expliquez, ça Généralement, on n'a pas besoin d'école. C'est quand on a le temps, c'est pour se réunir que les gens se mettent en groupe. Et c'est finalement, hein, comme aurait dit ma mère, c'est pour boire. Et en réalité, on n'a pas besoin de cela normalement. C'est l'expérience de la vie, c'est la longueur de l'histoire, c'est le fait que les gens se regardent. Et, par exemple, il y a ce peintre qui avait pris son cousin, son neveu sous son aile et qui lui a donné finalement des tissus, de la toile et de la peinture. Il lui dit, ben, peins si tu veux avoir un peu d'argent pour pouvoir survivre. L'autre lui a dit, mais je ne sais pas peindre. Il dit, ah ben, alors tu vas crever de faim. C'est-à-dire on n'a pas à vous apprendre. Vous regardez, vous observez, vous faites, c'est pas bon, vous faites, et enfin, vous savez très, très vite que c'est pas bon, personne ne l'achète. Et dès que quelqu'un en achète un, bon, vous savez que vous avez démarré. Et puis, comme les gens ont un grand sens esthétique, et comme les Haïtiens achètent aussi les toiles en Haïti, et beaucoup de médecins aussi, il y a des collectionneurs, vous saurez très vite si vous avez le niveau. Le niveau de la peinture haïtienne. Il y a quelque chose de très fort quand on va dans les autres îles de la Caraïbe. C'est pas du nombrilisme, du nationalisme, mais dès que je vois une toile qui a l'air d'être peinte, je sais que c'est haïtien. Et les autres ont l'air de pâles copies et de peinture haïtienne. Donc il y a d'autres choses que d'autres arts où nous subissons des influences comme la musique espagnole, la musique cubaine, la musique dominicaine même, et avant de reprendre un peu la main avec la musique qu'on compare, on a fait d'autres formes, mais la peinture, c'est vrai, c'est des maîtres, c'est-à-dire maîtres dans le sens que les gens ont appris à faire, ils font, et c'est comme ça qu'on fait, d'après eux. Et c'est ça un maître, c'est comme ça qu'on fait, d'après eux. Il n'y a pas... la définition du maître, je l'ai eue dans ce film, Amadeus. Et je crois que c'est Frédéric de Prusse qui a dit à Mozart, dans votre pièce musicale, il y a quelques notes de trop. Non. Il dit, oui, je vous dis, non, c'est pas possible. Tu vois, les yeux de ce garçon, de ce gamin, étaient... Il n'y a pas de vanité aucune, c'est juste que c'est pas possible. Et bien, c'est ça un maître. Et un peintre haïtien, il te fait ça, et bien voilà, le monde tel qu'il est. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de commentaires, c'est mon rêve dans la littérature. Je ne sais pas que je veux effacer la critique, mais c'est-à-dire que je phagocyte celui qui lit ou qui regarde la peinture pour que il peut refuser ce livre ou ce dessin, mais il ne peut presque pas le commenter. Il peut le refuser. Mon instinct, ce que je suis, s'oppose à ça. Mais sinon, c'est ça. Le ciel est comme ça. Les enfants, c'est comme ça qu'ils font. Le ciel est comme ça. Il est rouge. Si vous pensez que le ciel est d'une autre couleur, nous sommes différents. Nous avons des métabolismes différents. Alors, il y a les œuvres des peintres que vous aimez. Vous en parlez un peu partout dans vos livres de l'art haïtien, mais en particulier dans un livre dessiné qui s'appelle Vers d'autres rives, qui est paru aux éditions de l'Aube en 2019. Et non seulement vous évoquez leur peinture, mais vous évoquez les personnages aussi, et des personnages que parfois vous avez vous-même connus quand vous étiez jeune journaliste à Port-au-Prince, que vous avez fréquenté. Il y a des cas, il y a des histoires incroyables aussi. C'est des personnages très romanesques. Castéra Basile, je retombais sur la page qui lui est consacrée hier. Vous rappelez qu'il a été engagé comme balayeur au centre d'art, mais changea rapidement son balai pour un pinceau.
il a peint le baptême de Jésus à la cathédrale de Sainte-Trinité Port-au-Prince. Et il y en a beaucoup comme ça qui sont à la fois des princes et des clochards. Enfin, oui. Tout ça est toujours très limite. Il n'y a pas de situation déterminée. Il n'y a pas cette chape sociale qui fait que si vous êtes ceci, vous ne pouvez pas être cela, ou bien il y a un trou de 3 ou 4 générations avant que vous pouvez passer d'être gueux à artiste. Et non, les gens sont toujours aux abords de l'infini. N'importe quoi peut arriver à tout instant. Et tout le monde est à l'affût d'une surprise qui leur fait passer précisément de gueux à prince. Et ça, je me souviens d'ailleurs, une dame qui était cuisinière pour ma mère, et il pleuvait fortement à Port-au-Prince. J'étais allé il y a quelques années. Et finalement, ma sœur l'a fait monter dans sa voiture pour l'emmener chez elle. Et on est arrivé chez elle. Et elle est très pauvre, hein, elle est cuisinière pour ma mère, qui n'est même pas riche elle-même. Donc. Et j'entre chez elle, et puis il y avait 12 tableaux sur les murs. J'ai dit, mais Thérèse, tu es quand même très riche, tu as 12 tableaux à l'huile. Il dit, oh, moi, je ne peux pas acheter un tableau. Quand j'ai envie d'un tableau, je le peins. Ben oui, voilà. Et voilà, c'est ça. Donc elle avait des tableaux, alors que il y a des maisons où je vais, où les gens sont très riches, ils ont des posters sur les murs. Alors parmi ces peintres, il y en a des très grands. Il y a Robert Saint-Brice en particulier, que vous considérez comme un géant. Quoi. Sa peinture peut bouleverser l'ordre de la maison. J'avais une amie qui était journaliste au Nouvelliste, le quotidien de Port-au-Prince, et elle me disait qu'elle avait un Saint-Brice qu'elle a dû déplacer parce que le salon était dérangé littéralement, il y avait quelque chose, un déséquilibre, et elle avait l'impression le soir en traversant le salon de voir ces personnages sortir du tableau. Et elle avait littéralement peur. Et c'est quelqu'un qui est journaliste, qui avait fait un stage à l'Express autrefois, et très occidentalisé. Et il y a quelque chose c'était un homme très étrange aussi. Et il était membre de toutes les religions, c'est-à-dire prêtre vaudou, catholique, protestant, homosexuel, chanteur. Enfin, il était tout, de toutes les religions, je veux dire. Et donc, c'était un personnage et d'une gentillesse et d'une courtoisie. Et je me souviens quand Malo est venu avec Jean-Marie Drault qui le filmait, et Saint-Brice est arrivé, il a dit « étude numéro 3 ». Oui, j'ai oublié de dire qu'il était dans l'alphabet aussi. Et alors, Jean-Marie Drault dit « mais pourquoi étude numéro 3 ? Est-ce qu'il y a eu étude numéro 1, numéro 2 ?» Il dit « non, j'aime le mot 3 ». Voilà, étude numéro 3. C'est direct. Donc, c'est le vieux rêve d'ailleurs, de ne pas monter les escaliers, d'aller directement. Une autre star de cette peinture haïtienne, c'est Préfet Dufaux, qui était basé à Jacmel. Vous êtes allé le voir, lui aussi. Donc lui, il expliquait quoi donc il n'avait jamais tenu un pinceau de sa vie, mais qu'une nuit, la Vierge lui était apparue, lui avait dit de peindre, et il s'était mis à peindre. Et il s'est devenu préfet Dufaux, d'ailleurs. Son nom, Dufaux, c'est très étrange parce que vers la fin de sa vie, et tout le monde le copiait. Il était devenu un prêtre international, bien sûr. Tout le monde copiait, et lui-même m'avait dit qu'il en faisait des faux aussi. Et j'ai dit, mais c'est quoi un faux pour vous? Il me dit, un faux, c'est un tableau que je n'aurais pas signé. Et si c'était moi qui le vendais en mon nom. J'ai dit, en quel nom? J'ai dit, mais non, c'est mon petit-neveu qui va les vendre en sous-main. Et comme s'il les avait volés, enfin. Donc, il faisait, parce qu'il avait une grande... Vous savez, c'est très grave pour la peinture. Si vous avez des collectionneurs, ils sont d'une certaine manière assurés que vous n'allez pas dévaluer vos prochains tableaux. Ils ne peuvent pas payer très cher pour un tableau et le retrouver chez quelqu'un qui l'a presque eu pour rien. Donc, vous ne pouvez pas baisser le niveau monétaire. Donc, on les fait vendre un peu comme ça par derrière, parce que quand même, voilà. Il faut vivre, hein, et vivre, c'est la petite monnaie. Ce n'est pas le grand cash qu'on a une fois par an. Parmi ceux que vous avez rencontrés, lequel vous a particulièrement marqué? C'est l'ensemble. C'est l'énergie qui sort de tout cela. C'est cette séquence qui se passe entre naissance et mort, que sortent
comment ils ont pu faire une énergie qui paraît si tranquille, comme si la mort n'existait pas, quand elle est quotidienne, elle pend au bout de leur nez, et on entend le matin le cri du voisin, quelqu'un est mort chez lui, et y aller si tranquillement, comme s'ils avaient l'éternité devant eux. Et en même temps, quand on regarde de près, on sent comme quelque chose de tendu, quelque chose de fort, cette nonchalance-là. C'est un peu la grande école de ma vie, elle vient de là. Et c'est d'eux que j'ai pu écrire des livres comme Journal d'un écrivain en pyjama, ou L'art presque perdu de ne rien faire, Le charme des après-midi sans fin. C'est-à-dire ce dandysme et qui fait que c'est pas qu'on n'a pas peur de la mort, mais on y va tranquillement, mais de manière debout, assurée. On n'y va pas à reculons, mais on n'y va pas trop vite non plus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on marche. Je me souviens à ma grand-mère qui marchait tranquillement, je lui disais, mais pourquoi? Elle me dit, vous savez, on commence avec beaucoup d'accélération dans la vie, on augmente la vitesse, on ralentit un peu, enfin, c'est une montagne qu'on grimpe, mais arrivé au sommet, ce qu'on voit en bas est tellement désagréable, désespérant, et qu'on ralentit. Et les gens disent, on est devenu vieux. On ralentit parce qu'il n'y a aucune raison d'aller aussi vite. Mais on y va. C'est une pente. Alors, vous dites j'aime les peintres colorés, mais vous dites aussi j'ai un goût pour les poètes tristes. Et vous ajoutez cela fait un monde équilibré. Vous avez vraiment un goût pour les... Il y a vraiment une bipartition comme ça de la... Pas forcément. C'est vrai que les poètes, je préfère les poètes un peu lunaires. Et j'aime pas la plainte. J'aime pas ceux qui gémissent. Mais on peut être triste sans gémir. On peut être triste sans gémir. Et j'aime une certaine... oui. Alors que pour les peintres, j'aime bien quand il y a une énergie primaire, primitive. Oui, ça fait un équilibre pour moi, à l'intérieur de moi. Donc, il n'y a aucun sentiment qui soit laissé de côté. Mais c'est pas quelque chose, c'est pas un choix déterminé. C'est à force d'être questionné, j'ai fini par savoir 2 ou 3 choses de moi. Et ça, des poètes en Haïti, vous n'en manquez pas non plus, parce que quand même, ce petit pays est donc dans la s'il y avait une Coupe du Monde des pays producteurs de poésie, je pense qu'il pourrait très légitimement participer. Oui, je pense que pour les Haïtiens, être poète, oui. Je me souviens quand on était allés ensemble, enfin à chaque coin de rue, il y avait un type qui nous accostait, on commençait à discuter, on lui disait toi tu fais quoi dans la vie? Il disait ah moi je suis poète. Enfin. Oui, on était dans une voiture, une camionnette, on allait dans le sud du pays, un jeune homme est monté dans la voiture, il a dit je m'appelle et je suis poète. Et c'est tout à fait courant. Et Paul Morand, je crois que c'est dans les années 30 vers la fin, et quand il était venu en Haïti, il a écrit ce mot, il a dit c'est un pays et où l'on finit par écrire un recueil de poèmes. C'est-à-dire, chaque individu, c'est une manière d'être, c'est une élégance, c'est une contribution. Et vous n'êtes pas vraiment poète. Vous êtes finalement peut-être le seul Haïtien à ne pas être poète. Ben, j'avais... Enfin, ils sont vous avez écrit beaucoup de livres, et certains en vers, et il y a toujours énormément de poésie dans ce que vous faites, mais pas directement. Je ne me nommerai pas poète. Je suis l'ami du poète. Et donc comme il y a beaucoup de poètes, alors j'ai beaucoup d'amis. Je suis l'ami du poète, c'est vrai, je le lis et je vais les suivre. J'ai lu beaucoup de la poésie, et j'aime beaucoup lire la poésie, et je suis toujours très impressionné par ce choix-là. Dans ce monde complètement où l'on compte le nombre de livres qu'on a vendus, même pour continuer à être écrivain, l'éditeur compte aussi, et où l'on s'enorgueillit, ou bien encore on est désespéré de n'avoir vendu que 10 000 livres, et quand un poète en a vendu 500, et c'est extraordinaire. Et de continuer à être poète, je trouve que c'est l'honneur de la profession. Oui.
Je me souviens, Borges, quand il avait publié son premier recueil, ou je ne sais plus si c'est Ferveur de Buenos Aires ou Quaderno San Martin, et il a appris par son éditeur qu'il y avait 19 personnes à Buenos Aires et qui avaient acheté ce livre. Il était effrayé. Et il a conçu le projet d'aller les saluer tous. Et c'est extraordinaire, cette multitude, quand on enlève ses parents, et sa mère, son père, et on se retrouve avec tous ces gens-là. Et qui, vous savez, lire quelqu'un, c'est mettre de côté tout ce qu'on fait et des fois tout ce qu'on est pour rentrer dans l'univers de quelqu'un. Il faut vraiment se déshabiller, enlever ses chaussures avant d'entrer et d'avoir cette modestie de croire que on peut traverser la vie pendant ce laps de temps de la lecture dans la peau d'un autre. Et pour un être aussi présomptueux, aussi prétentieux, aussi ambitieux que l'être humain, c'est incroyable. C'est incroyable, et un acte de modestie pareil, alors qu'il y en a plein, il n'y a que ça. Hein. Nous sommes ici, il y a plein de lecteurs un peu partout, et on dira ce qu'on voudra, mais on monte dans le métro, dans l'autobus, dans la rue, dans les cafés, on voit les gens en train de lire, c'est-à-dire en train, souvent même d'ailleurs, parfois même, de rentrer dans la peau de quelqu'un qui est mort depuis longtemps, et d'y rentrer avec joie, et alors qu'on passe son temps à faire des égaux portraits, comme on dit si bien au Québec, pour dire selfie. Je vous fais cadeau de ce mot, égaux portrait. Donc on passe tout le temps dans une sorte de constant égaux portrait, et brusquement, on accepte étrangement, des fois même d'entrer dans la maison de quelqu'un qu'on ne connaît pas, de prendre sa peau, et sans être sûr qu'on va aimer l'expérience, qu'on va aimer être là, mais on y va quand même. C'est extraordinaire. Alors, vous n'avez pas écrit de poème à proprement parler, vous êtes plutôt dirigé vers quelque chose qui ressemble à des romans, mais d'une certaine manière, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais j'ai l'impression que dans la littérature haïtienne, qui a aussi d'excellents romanciers, que vous vénérez, c'était quand même du roman qui était plutôt du roman réaliste, qui décrivait la société. C'était des formes, disons, dérivées des formes qu'on avait au 19e en France, quoi. Et vous, il me semble que votre singularité dans la littérature haïtienne, c'est que la part de lyrisme et de subjectivité qui était du côté des poètes, vous l'avez introduite dans du récit. Et vous êtes, me semble-t-il, un des premiers écrivains haïtiens à avoir dit je, quoi, et à avoir raconté votre vie. Et vous n'avez fait que ça, d'ailleurs, parce que quand même, 99% de vos livres, c'est toujours la même histoire. C'est l'histoire de Dany Laferrière que vous re-racontez de 1000 manières, toujours différentes. Je suis émerveillé par moi-même. Non, c'est pas... Non, mais c'est tout à fait. Non, mais je suis en constant émerveillement. Mais c'est extraordinaire quand même. Si on prend un peu de distance avec soi-même, on verra que c'est quelque chose d'exceptionnel. Capable de produire les mêmes sensations comme ça, et de continuer à s'accrocher à l'histoire, au récit de cette vie, et à trouver du suspense quand on est au courant du moindre geste, quand on a vécu, revécu tous les événements, toutes les sensations. Je suis émerveillé parce que c'est pas de moi intrinsèquement, de cette chose, et tant émerveillé d'ailleurs, cet émerveillement qui n'est pas de l'auto et satisfaction devient et passe chez l'autre. C'est-à-dire, j'écris, je dis je, mais l'autre lit je. C'est-à-dire, j'ai dit, je suis ici, et celui qui lit, il lit, je suis ici. Et il croit que c'est lui. Et c'est lui. Et c'est lui. Donc, pour moi, c'est ça, cette littérature, arriver à faire cela. Et si j'écris, je suis ici, et l'autre lit, il est ici, eh bien, j'ai perdu. Donc, c'est si simple, d'ailleurs. Je cherche à être si simple, et à dire, à écrire, je suis ici. Et je trouve que pour moi, c'est le triomphe. Quand j'ai le courage d'écrire une phrase comme ça, je suis ici. Et parce que on ne peut pas tenir longtemps, surtout dans une littérature haïtienne qui est extrêmement colorée et magnificence, de rutilantes métaphores et tout cela. Je me souviens d'un jeune homme qui m'avait dit, en fait, tu n'es pas un vrai écrivain.
J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, mais je comprends tout ce que tu écris. Mais c'est ça parce qu'on a une littérature où le mot rare est présent, même chez de très grands écrivains comme Jacques-Stéphane Alexis, mais le mot rare est souvent présent au Franck Étienne, par exemple. Mais moi, je ne sais pas, je n'ai jamais écrit avec l'idée et que je n'ai jamais pensé qu'il puisse exister quelqu'un de moins intelligent que moi. Et ce n'est pas du tout la modestie. C'est une façon d'être au monde. Donc, je suis tout le temps en constant étonnement. Donc, il y a toujours quelque chose que la personne dit et que je vais attraper. Même une bêtise. Hein. Il y a des bêtises rares. Et je vais attraper comment il a dit ça, et je retourne ça, et ça devient quelque chose d'intéressant. Parce que si la bêtise est originale, on n'a qu'à retourner ça pour que ça devienne intéressant. Donc, je suis tout le temps en train d'apprendre. Et la chose vraiment que j'aime bien, c'est comment faire pour dire le plus simplement du monde telle chose que le lecteur ne puisse avoir de sensation que c'est écrit avec des mots. Qu'il ait l'impression que cela passe d'un être à un autre, comme un fluide. Alors, d'une certaine manière, vous avez appliqué le programme que vous donnez votre rédacteur en chef au Nouvelliste à Port-au-Prince, qui vous disait des phrases courtes et pas de littérature. C'est un peu ce que vous venez de dire. C'est une façon, ça a été vraiment une façon de vous distinguer aussi des autres. Des phrases courtes et pas de littérature, et vous passerez en première page de son journal. C'était un homme très élégant. Il s'appelait Lucien Montas. Il était directeur au Nouvelliste. Il faut voir que c'est un pays, et surtout parce qu'il recevait aussi des articles d'intellectuels de province. Et les articles d'intellectuels de province, on les reconnaît, c'est toujours de longs papiers sur le café, et le vaudou et ses crises de position, outrances. C'est des papiers qui sauvent un journal, comme il disait. Il les met dans un tiroir profond. Et quand il y a des situations politiques graves où les gens ont peur de sortir pour apporter un article au Nouvelliste, il sort ces papiers. Ça, un seul papier, ça remplit tout le journal. Et donc, mais il recevait les gens qui apportaient les articles quand il y a calmie. Et quand il vous recevait à bras ouverts, qu'il est souriant et qu'il vous demande de vous asseoir et sort sa bouteille de whisky et vous sert quelque chose, c'est qu'il va refuser votre article. Quand il le prend, l'article, et sans rien vous dire, le met là et vous dit, bon, ok, vous verrez. Ça veut dire qu'il va publier. Et quelle jolie façon de refuser. Et alors qu'il y a tant de gens qui pensent qu'ils doivent se fâcher et quand ils doivent dire non. On devrait être gentil quand on dit non, on devrait être brusque quand on dit oui. Parce que dire oui, c'est déjà énorme. Pas besoin, en plus, de mettre des cajoleries. On met les cajoleries pour dire non. C'est très beau. Oui, on va dire quelques mots quand même. Et après, je voudrais aborder un autre sujet rapidement. Hein. Mais on va dire quelques mots quand même de cette influence des peintres haïtiens qui est allée jusqu'à vous conduire vous-même à dessiner. Alors, qu'est-ce qui vous a pris? C'était pour... Enfin, est-ce que ça a suivi votre entrée? Le premier livre que vous avez publié après être entré à l'Académie française, c'était un livre dans lequel vous dessinez presque comme un enfant. Oui. C'est bien sérieux, ça? Oui. Enfin, je dessine librement. Et vous y avez pris goût, parce que vous en avez fait plusieurs. Des oui, j'en ai fait 3 ou 4. Dont 2 gros chez Grasset, là, le dernier, L'exil vaut le voyage, où vous racontez encore votre vie et ce que vous aimez lire. Mais les gens, les lecteurs, ils partent du principe très simple. Hein. Vous savez, nous vivons dans une époque où les gens aiment beaucoup le fait que celui qui vous vend quelque chose l'a déjà essayé et l'aime bien. Avant-hier, j'étais à la pharmacie et j'ai demandé un médicament. La dame m'a dit « Ah, magnifique, j'utilise le même médicament. » C'est-à-dire que, même un médicament, il faut que la personne vous dise que c'est mon choix aussi. Excellent. Et donc, c'est cela. Les gens sont tellement impressionnés par ma joie de re-raconter ma vie et qu'ils se disent que la moindre chose, la plus courtoise à faire, c'est d'être aussi content et de me revoir tel qu'en moi-même. Les gens changent tellement que quand on revoit la personne, on se dit, bon Dieu, quel optimisme.
Donc c'est cela, c'est pour ça que... Et puis, je crois aussi que... Et là, c'est sous forme dessinée, là. Enfin, oui, c'est ça. C'est toujours, il y a toujours c'est pas rien, quand même, de se mettre... après quelques années, disons, d'exercice de la littérature, de se mettre d'un seul coup à faire des livres dessinés. C'est la liberté. J'ai pris ça au sérieux. On m'a dit, vous êtes immortel, donc libre. Donc alors, voilà. Il y a des gens, pour eux, il faut rester, il faut garder une noblesse de la mort et éloigner. Enfin, vous savez, la mort, on peut tresser des lauriers. Et moi, non, je l'ai pris pour la possibilité de faire ce que je veux. Puisque je suis immortel, je n'ai pas à faire de saut périlleux devant le public. Je suis un vieil homme assis au coin du feu et puis je regarde les jeunes gens faire leur spectacle. Il y avait une phrase à l'époque qu'on disait « Il n'a pas à donner des preuves ». Magnifique, j'ai pas à donner de preuves. Alors, donc, je n'ai de preuves à donner qu'à moi-même. Et là, il faut que je fasse quelque chose qui me désarçonne. Tout autre chose. Et ça devient difficile. Je me suis dit, qu'est-ce que je n'ai jamais fait? Et c'était dessiner. Je n'avais jamais dessiné et je n'avais pas écrit à la main non plus, puisque mon écriture est si mauvaise. Je suis un enfant de Gutenberg. Donc c'est imprimé. Et là, j'ai dit, je vais faire exactement tout ce que je n'ai pas fait. Et donc c'est ça qui arrive quand on laisse un enfant seul avec lui-même. Il s'invente des jeux dangereux. Vous en sortez très bien. Ils sont magnifiques, vos dessins. Merci. Là, vous m'avez dit l'autre jour que vous allez publier un livre la semaine prochaine au Québec qui n'est pas dessiné, qui ne raconte pas spécialement votre vie et qui va aborder un sujet dont vous ne vouliez pas trop parler. Ce sujet, c'est le racisme. Moi, je me souviens que j'avais essayé de vous faire causer de ça. Vous m'avez répondu, écoutez, vous êtes gentil, Grégoire, mais je ne peux pas être la maladie et le remède à la fois, ce qui est une manière très élégante de m'envoyer promener, et très intelligente aussi. Non, je trouvais qu'il faut quand même... J'avais pensé à l'époque beaucoup que les Noirs ne devraient pas parler du racisme parce qu'ils le subissent. Et donc, ce n'est pas leur problème. Parce qu'il faut savoir, la question, c'est le problème de qui? C'est le problème de ceux qui ne le subissent pas et qui ne l'exercent pas et qui trouvent que leur société doit s'améliorer. Parce que ceux qui l'exercent, ce n'est pas leur problème non plus, puisqu'ils sont de cette violence. C'est la grande majorité de ceux qui ne le subissent pas et qui ne l'exercent pas. Là, c'est leur problème. Parce que brusquement, il se passe quelque chose où ils ne sont pas mêlés et qui gangrènent leur société. Et là, comme ça, dans une sorte de mauvaise analyse, et les Noirs, dès qu'il y a une manifestation pour le racisme, la grande majorité, il y a une journée du racisme ou je ne sais pas quoi, et on m'appelle, Dani, est-ce que vous... J'ai dit, mais non, j'ai autre chose à faire. La journée du racisme, on devrait l'utiliser pour permettre aux Noirs d'aller dans les restaurants gratuitement, de prendre l'avion gratuitement. Enfin, une sorte de... Ils doivent vivre gratuitement. C'est une journée de vacances. Vous n'allez pas m'employer encore, sans me payer d'ailleurs, naturellement. Je dois aller marcher dans les rues sans me payer en disant « Ah bah, le racisme... » sans y quoi d'ailleurs. Donc je disais qu'il y avait à renouveler la réflexion sur cette affaire-là. Mais les choses se sont empirées. Et en Amérique du Nord, où je suis, et un peu partout dans le monde aussi, il y a eu Trump, puisqu'il était président du monde. Et il a décomplexé cette planète et raciste dans la partie. Et les gens ont trouvé tout à fait normal d'être racistes. Et d'ailleurs, il y a un mot qu'ils emploient, ils disent antiracisme, comme si c'était égal racisme. Il y a deux formes. Vous êtes antiraciste? Moi, je suis raciste. Et donc, j'ai trouvé qu'on allait loin, là. Si on commençait à rentrer dans cette zone-là, et où tout ce qui vaut, et donc on allait loin, qu'il est temps que je dise un peu mon opinion là-dessus. Et c'est pourquoi j'ai écrit ce petit traité sur le racisme. Oui, c'est juste après la mort de George Floyd. Moi, je me souviens, vous nous aviez envoyé un texte qu'on a publié sur biblios.com, le site littéraire de l'Obs, qui parlait du virus du racisme. Donc moi, j'étais
très étonné de trouver ça dans ma boîte mail, là, un texte de Dany qui se met à parler de ce sujet de manière directe et sans faire beaucoup de blagues. Enfin, Ah oui, voilà. directement. Et à la suite de ça, donc tout ça, c'était il y a 1 an exactement, hein, parce que l'assassinat de Floyd, c'était en fin mai 2020, je crois, à Minneapolis. Et là, donc, pendant les mois qui ont suivi, vous avez écrit ce... comment ça s'appelle ? Le petit traité du racisme. Oui, non, mais même bien. L'affaire Fjord ne m'a pas fait écrire le livre, l'article, oui, parce que précisément, je disais, il ne faut pas que l'arbre cache la forêt non plus, parce que le racisme, et ce n'est pas cela. Ce n'est pas un policier qui tue un noir en public l'étouffant pendant 10 minutes et qui est condamné après pour crime involontaire, meurtre involontaire. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va prendre, ça va dépendre de lui. Alors, 10 minutes sans respirer, il s'attend à ce que le type se relève, se poussette et rentre chez lui. Donc, c'est l'anatomie, la biologie, enfin, est remise en question. Non, ce n'était pas cela malgré tout. Malgré tout, c'est la chaîne, c'est le fil rouge et sanglant de l'histoire. C'est surtout le racisme ordinaire, c'est-à-dire quelqu'un qui trouve un individu isolé, faible, et qui se met à l'écraser sur son point sensible. Le pire de tous les racismes, c'est le racisme de ceux qui ne sont même pas racistes. C'est-à-dire, il voit votre point sensible et il vous écrase là-dessus. Il voit un autre avec un autre point sensible. Il devient autre chose. C'est la bête. C'est ce que j'appelle la bête. Et il n'est même pas, vous ne pouvez même pas l'attaquer parce qu'il vient de changer de forme, et cette bête-là. Et donc, pour moi, c'est cela. C'est-à-dire, ce qui est profondément ancré, c'est le goût de tuer. C'est le goût d'éliminer tous ceux qui ne peuvent pas se défendre. Et c'est là que la chose devient... Donc, lui donner un nom, et c'est comme le rendre un peu familier. C'est une sorte de spécialisation. Ce goût de tuer n'a pas de spécialisation. Quelqu'un qui peut faire ça fera autre chose. Et je crois que c'est ainsi qu'il faut regarder la chose si on veut rassembler autour de soi un plus grand nombre de gens pour combattre cette bête. J'avais dit que dans un texte que la bête est au fond de nous, il faut la faire sortir. Un jeune homme m'a écrit pour me dire, pas toujours, elle peut être en face de nous aussi. J'ai trouvé ça bien parce que la bête au fond de nous a un petit relent psychanalytique qui m'énervait. Et non, on n'a pas tous une bête au fond de nous, c'est pas vrai. Donc, il faut rendre la chose plus concrète, plus réelle. C'est une chose qui s'attaque aux gens. Bien. On m'envoie des signaux sérieux, là, d'alerte, pour me faire comprendre que c'est le moment de vous laisser poser des questions si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas. Je crois que le principe, c'est de lever le doigt. Moi, je ne vois rien parce que vous êtes dans le noir, là. Mais le principe, c'est de lever le doigt et il y a un micro qui va se promener. Bonjour, merci pour tout ça, c'était très intéressant et drôle. Et moi, quand vous avez parlé des poètes en Haïti, ça m'a rappelé ce que j'avais vécu en Islande, où on dit à peu près la même chose, en fait, des Islandais. On dit plutôt que la moitié des Islandais écrivent des poèmes et l'autre moitié les lisent, mais que ces deux moitiés s'inversent souvent. Donc je me demandais s'il y avait pour vous quelque chose à voir entre l'insularité et je sais pas, la création littéraire. J'ai pas une question très précise, mais cette coïncidence m'a éveillé cette question. Donc je sais pas. J'ai pas de réponse, mais j'ai toujours pensé à cela. Exactement ce que vous dites. Haïti et l'Islande. L'Islande, quand même, qui a découvert au XIIe siècle le roman avec les sagas. Et qui est capable... je ne savais pas que la moitié écrivait, l'autre moitié... Avant, ils ont un lectorat aussi
Et en Haïti, tout le monde écrit des poèmes, très peu en lisent. Donc, c'est très bien, c'est très bien. J'ai toujours pensé à une affinité entre les insulaires. Il y a quelque chose de poétique chez l'insulaire, c'est qu'il peut se réveiller au milieu de la nuit et être au milieu de la mer et sans voisin et se dire « Bon Dieu, je suis perdu, où est-ce que je suis ?» Il y a toujours quelque chose comme une folie passagère qui vous prend et dans une sorte de splendide solitude. On a l'impression d'être seul. Des fois, c'est magnifique. Hein, on se dit seul et puis les dictateurs adorent ça. Hein. On les tue tous, personne n'en sait rien. Et il suffit de bloquer les systèmes de communication et on est entre nous. Mais des fois aussi, les poètes aiment ça, on est seul. Il y a quelque chose. C'est vrai qu'il y a une dynamique à laquelle j'ai pensé entre l'Islande et Haïti. Mais je n'ai pas de réponse non plus. Il y a une dame ici. Bonjour Dany. Oui, bonjour. Je voulais vous parler de votre rapport avec le cinéma. Vous savez bien qu'on en a déjà discuté, oui. Quand on a fait une animation sur Vers le Sud avec Laurent Canté. Où est-ce que vous en êtes dans votre trajectoire cinéma ? Je suis à l'arrêt, je ne sais pas, j'attends que ça se réveille en moi. Et la dernière fois que j'ai fait du cinéma, j'ai fait un film que je n'ai pas encore monté, ça fait des années. Et je me demande même si j'en avais pas parlé avec toi, Grégoire, de ce film qui s'appelle « Vite, je n'ai pas que ça à faire ». Et où tout le monde devait payer pour être dans le film. Et donc, mais le film était à l'intérieur de cela aussi. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point les gens veulent payer. Et c'est vrai, ils sont tous excités. Je me souviens, je recueillais, je rassemblais un peu mon équipe, j'étais à Port-au-Prince. Alors, l'affaire, c'est que j'étais à Port-au-Prince, j'ai des amis qui ont des appareils de cinéma, ils ont une petite installation pour faire du montage, et ils me disent, j'ai dit, mais pourquoi vous ne faites pas de film alors ? Ils me disent, ah, mais le cinéma, ça coûte cher. J'ai dit, mais où est-ce que vous avez lu ça ? Vous lisez les journaux d'Hollywood ? Le cinéma, ça ne coûte rien. Si ça coûte, c'est impossible d'en faire parce qu'on n'a pas d'argent, c'est pas un art. Et vous n'avez qu'à demander aux gens Ils disent, oui, mais les gens, il faut les payer. J'ai dit, mais non, vous leur demandez, vous leur dites que vous n'allez pas les payer. Et puis il me dit, mais c'est pas possible. Et j'ai dit, mais top là. Et j'ai fait un film là-dessus. Et le film est sur le sujet aussi. Alors, il y avait cette journaliste de Time Magazine qui était là, photographe, Steber, je crois, une grande photographe, Pulitzer. Elle était au bord de la piscine. J'ai dit, mais je fais un film, mais c'est les gens qui... Non, j'ai dit, je fais un film, est-ce que vous voulez être photographe de plateau ? Elle dit, ah, j'aurais adoré ça, parce que là, je fais un reportage photographique sur les prisons en Haïti, le Time veut ça, moi, ça m'ennuie. C'est quoi ? Les gens sont déjà dans la misère, venez les photographier dans les prisons. J'aurais aimé être sur un film en Haïti, à Port-au-Prince, mais malheureusement, mon agent, et il faut bien, mon agent n'acceptera pas. J'ai dit, mais c'est vous qui payez ? Elle dit, ah, si c'est moi qui paie, alors il n'y a pas de problème. Et c'est un peu ainsi de suite. Ainsi de suite, et tout le monde est tout excité de payer. Et je téléphone à un ami qui devait jouer dans un film de Spielberg, qui s'appelle Rémi Girard, et qui a joué dans tous les films de Denis Arcand. J'ai dit, Rémi, est-ce que tu veux jouer dans mon film et tout ça ? Et il ne répond pas. 3 jours plus tard, je retéléphone, j'ai dit, oui, Rémi, c'est toi qui paies. Il me rappelle tout de suite, il dit, c'est quoi ça ? Mais je vais être là-dedans. Et puis j'ai dit, mais pourquoi tu veux être là-dedans ? J'ai filmé ça. Il a dit, tu sais, je suis venu au cinéma parce que c'est un art. Je voulais m'engager totalement. Et là, je suis devenu connu, j'ai un agent et je ne parle que d'argent. J'ai l'impression d'être une pute. Alors quand je vous paie, j'ai l'impression de changer. Donc, ils veulent payer, en fait. Les gens veulent payer. Je suis allé à Radio-Canada pour parler de ça, de films que je suis en train de tourner. Et j'ai dit, mais écoutez, si vous me filmez, vous devez payer. Mais c'est magnifique. Mais tout le monde veut payer. Alors, le lendemain, je reçois un téléphone d'un type qui me dit, écoutez, j'aimerais faire un petit montage de votre film, juste au début du film, un petit jungle pour voir des images, et puis aussi l'affiche. Et c'est ce que je fais, ma boîte fait ça. Et je fais silence, il me dit, c'est $3 000.
J'ai dit, écoutez, vous savez, je ne sais pas, vous avez mal compris. Hein. Il dit, ah non, vous n'allez pas me faire ça plus cher. J'ai dit, ah bon non, il dit, c'est moi qui paie. Donc tout le monde, l'entrevue avec la presse, le quotidien, je fais l'entrevue pour raconter ça, et après, le journaliste me met $20 sur la table. Il a payé son entrevue. Donc, le film est là-dessus. Et même en Haïti, j'ai fait payer. Les gens pauvres, une goutte c'est 10 centimes. J'ai dit, tout le monde paie. Et la dame qui n'avait pas d'argent, elle dit, je paie. Tu vois, elle est tellement fière, elle a donné sa goutte. Donc vous voyez l'instinct de l'individu, en fait, le film est là-dessus, sur le fait que les gens, ils s'ennuient qu'on leur présente toujours les choses de la même manière. Mais seulement, ils veulent s'assurer que c'est authentique, que c'est honnête, que c'est sincère. Ce n'est pas un petit filot qui essaie de rassembler. Alors de temps en temps, pendant le tournage, on se réunit, le producteur et moi, et puis on compte l'argent qui rentre. C'est le seul film au monde où l'on compte l'argent qui rentre en le faisant. Et la phrase, c'était « l'argent rentre ». Et on le verra, ce film? Eh bien, il faut payer, je pense. Non il faut payer. Non, c'est moi qui paierai. Ah, moi. Je paierai. À chaque personne qui rentre. Ben oui. Même la monteuse, elle m'a dit, mais je dois payer. J'ai dit oui. Elle dit, mais je n'ai pas dit ça pour ne pas payer. Hein. Je suis comme tout le monde. C'est fou. Mais j'ai appris après qu'il y avait en France même d'ailleurs un village qui, depuis le Moyen-Âge, une fois par an, change les valeurs des choses. Vous pouvez acheter quelque chose de banal qui coûte très cher et quelque chose de très cher pour un prix. Donc il y a ce goût chez les gens de renverser, de s'habiller à l'envers, et comme font les enfants. Et je crois que si on sort, si on laisse tomber ce jeu-là, parce que ça nous dit que toute cette histoire-là, c'est une proposition. On vous propose de payer, mais si nous proposions honnêtement, avec vraiment une sorte de candeur au vendeur que c'est lui qui nous paie quand on achète, peut-être qu'il acceptera. Et la fin du capitalisme. Pas d'autres questions? Non? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter avec le capitalisme. Hein, ça fin. FAIM. Je crois qu'on va bientôt vous retrouver à l'antenne de France Inter, pareil. Oui. Alors pour parler de l'île au trésor, demain en fin d'après-midi, une émission qui a été enregistrée ici ce matin. Et puis bientôt pour annoncer, parce que cette année vous êtes président du prix du livre Inter, pour annoncer le nom du lauréat. Et du coup, je me demandais si entre nous, là, puisque vraiment, enfin, on est entre nous, vous pouviez nous dire un peu... C'est Marquez. C'est Marquez pour 100 ans de solitude qui aura cette année le prix du livre Inter. C'est un jeune écrivain colombien qui vient de s'essayer. La traduction est bancale. La maison d'édition n'est pas connue. Et moi, j'ai beaucoup milité pour qu'un jeune auteur inconnu et sans talent puisse avoir le prix par rapport à ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, renversons les choses. Et il s'appelle Gabriel Garcia Marquez. Retenez ce nom, peut-être que vous le croiserez un jour. Son livre, c'est l'histoire d'un enfant qui jouait toujours aux billes et qui n'a pas pu grandir et qui est resté 100 ans à jouer aux billes sans sa maman, 100 ans de solitude, qui vient de paraître à une édition inconnue. Merci beaucoup, Dany.